podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je reçois une femme super inspirante pour continuer ma série. Je suis content parce que c'est une athlète un peu différente de ce que je suis habitué de recevoir sur le podcast. C'est une femme qui a gravi l'Everest, entre autres, qui a aussi été la seule femme canadienne et la première à faire le mont Logan, le plus haut sommet au Canada. Ça a aussi été la première femme à faire la première Canadienne à faire le mont Makulu, qui est le cinquième plus haut sommet au monde. Donc, Monique Richard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Bien, ça me fait plaisir. Super, écoute, c'est vraiment intéressant là, de recevoir une alpiniste de haut niveau sur le podcast, là. Puis, Ben, au niveau, disons que ouais, j'ai une trentaine d'expéditions. J'ai fait beaucoup, j'ai voyagé énormément. J'ai fait les 7 sommets. Je ne sais pas si tu connais les 7 sommets, mais ça, c'est chaque continent contient sa plus haute montagne. oui, oui, Comme oui. par exemple en Asie, c'est l'Everest. En Amérique du Nord, c'est le mont McKinley, ainsi de suite. Fait que ça, j'ai fait ça en 32 mois. J'ai fait vraiment beaucoup de montagnes, des 4 000 mètres, mais 8 000 mètres. J'ai même tenté le K2 aussi. OK. On n'a pas fait le sommet à cause des conditions, mais l'expérience d'aller au Pakistan en tant que femme, c'est quelque chose. Ah, c'est clair, hein? Mais Ouais. comment qu'on devient aventurière et alpiniste au juste? Ben moi, comment ça a commencé, en fait, il faut que je retourne vraiment en arrière, là. À un moment donné, j'avais un bistrot. Ça s'appelait le Mousse Café. C'était un bistrot. En fait, on pouvait venir prendre un café, mais on pouvait aussi faire son lavage en même temps. Fait que c'était quand même un concept très cool. Je l'ai eu pendant 2 ans avec mon conjoint de l'époque. Puis, ben, c'était pas ma tasse de thé, sans jeu de mots, là. Puis, ben, je voyais le thérapeute qui m'aidait. C'était surtout la gestion du personnel. Je ne trouvais pas ça évident quand tu n'as pas l'expérience non plus. Puis, bon, moi, j'avais quand même un peu voyagé quand j'étais plus jeune. J'ai habité en Suisse pendant 1 an et demi. Je travaillais là-bas comme fille au pair. J'avais voyagé partout en Europe. Puis ça me manquait énormément. Puis ma thérapeute, ben, j'arrêtais pas de me plaindre que j'étais pas heureuse avec ce bistrot, puis que c'était très difficile pour moi, puis que j'arrivais pas à m'épanouir, puis que je voulais retrouver une certaine simplicité. Le voyage me manquait, mais c'est ça, j'avais envie de nature. Puis cette thérapeute-là, elle me dit, je t'écoute là, puis elle dit, est-ce que Compostelle, ça te dit quelque chose? Puis, je dis, ben oui, Compostelle. Puis là, ça a fait un flash. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Fait que je suis partie sur Compostelle, seule. Pendant 2 mois, j'ai marché 1 600 kilomètres. Je suis partie du Puy-en-Velay en France jusqu'en Espagne à Compostelle. Ça a été très difficile. J'étais quand même un peu sportive, mais aucune expérience, aucune. Les souliers, c'était pas les bons souliers, le sac à dos trop lourd. J'ai souffert comme ça se peut pas. Là. J'avais les pieds en sang là, quasiment. Là. J'avais des ampoules. Mais bon, je me suis ajustée quand même sur le chemin. Ça a été tout un apprentissage, mais une expérience extraordinaire. J'ai rencontré évidemment des gens. Le besoin était vraiment comblé de retrouver une simplicité, la nature aussi. Puis, au bout de 2 mois, je suis arrivée à Compostelle. Puis, ben là, j'étais triste parce que c'était fini. Fait que je me suis dit, ben, il faudrait que je continue. Dans le fond, les défis. Fait que
Ben, le défi par la suite, je pense que je suis retournée faire Compostelle un an après, un autre chemin, parce qu'il y a plusieurs chemins à Compostelle. Puis, je suis allée faire le GR20. Ça, c'est une randonnée en Corse, Ouais, ouais, 200 ouais. kilomètres qui traverse toute la Corse. Puis, c'est 2 semaines de temps, mais c'est très difficile. C'est reconnu pour être une randonnée, une des plus difficiles en Europe. Puis là, c'était monte, descend, monte, descend. Mais là, je me trouvais bonne. Tu sais, maintenant que je savais un peu comment me chausser, puis le sac à dos, puis je tripais vraiment. Fait qu'après le GR20, ben là, j'ai voulu aller plus haut. Puis mon rêve, moi, c'était d'aller en Afrique, puis de voir un safari. Fait que j'ai comblé ça avec le Kilimandjaro. Et c'est là que ça a commencé la haute altitude. On ne peut pas dire que c'est de l'alpinisme, là, le Kilimandjaro, c'est une randonnée en haute altitude, mais j'ai adoré le feeling de partir la nuit, de rejoindre les étoiles, de voir le lever du soleil sur l'Afrique. Fait que là, ça a été vraiment le coup de foudre pour la haute altitude. Puis quand je suis revenue au Québec, là, je me suis vraiment intéressée au sujet de l'alpinisme. Puis là, je suis allée voir des conférencier au Québec. Je suis allée lire des livres. Moi, j'ai une qualité quand même qui m'a sauvée dans la vie, c'est la curiosité. Ça, Mhm. fait que je suis allée voir du monde qui ont fait des montagnes, puis je me suis joint très rapidement à un groupe qui s'en allait faire la plus haute montagne de l'Europe, qui est l'Elbrus. Elle fait partie des 7 sommets. OK. Puis là, c'est un petit peu plus difficile que le Kilimanjaro. Il faut marcher avec des crampons. Fait que j'ai appris un peu avec le piolet. Il y avait de la neige aussi, ce qu'on n'a pas vraiment au Kilimanjaro. Euh, fait que c'était encore là, c'est la passion là, elle grandissait vraiment de plus en plus. Puis, puis après ça, ben, je suis allée faire le Mont Blanc, puis les choses se sont enchaînées d'une rapidité incroyable. Là, j'ai rentré dans la course des 7 sommets. Je ne pensais pas d'être capable de faire ça. Ce qui a été pour moi où j'ai vraiment j'ai décidé de faire les 7 sommets, c'était avec la Concagua. Parce que l'Everest, c'est la plus haute, mais la deuxième plus haute, en fait, c'est la Concagua qui est en Argentine, puis elle est presque un 7 000 mètres. Là, moi, je n'étais jamais allé aussi haut. Puis là, je me suis dit, ben, si je suis capable de faire la Concagua, ben, je continue les 7 sommets. J'avais déjà fait l'Elbrus, le Kilimanjaro. La Concagua, c'était ma troisième des 7 sommets. Puis, j'ai été malade. Ça a été très difficile d'atteindre le sommet. C'est sans oxygène. Mais c'est sûr, quand on est sportif, on a tendance à aller rapidement. Mais la haute altitude, elle t'apprend à wow, là, il faut que tu y ailles beaucoup plus lentement. En fait, il faut que tu laisses le corps s'adapter à la haute altitude. Mhm. Fait que j'ai aimé ça de ce côté-là, de prendre plus le temps, de m'enraciner, prendre le temps de voir le paysage aussi, d'écouter mon corps. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, après la Concagua, là, j'ai continué les 7 sommets. Puis, voilà, jusqu'à l'Everest, au final. Ah non, j'ai tenté de faire l'Everest hors saison. Ça a été ma première tentative de l'Everest. Hors saison, en fait, la bonne saison, c'est au printemps, au mois de mai. Puis, là, il y a plein de monde. Mais moi, j'ai tenté de le faire en octobre. Puis, il y a une fenêtre météo en octobre, mais c'est après la mousson. Fait que ça, c'est un peu plus difficile parce que mousson dit pluie, mais en montagne, ça veut dire qu'il va neiger, qu'il neige tout le temps. Fait que là, la neige, elle s'accumulait, elle s'accumulait, elle s'accumulait. Fait que c'était quasiment impossible de faire le sommet, surtout qu'on était juste 2 équipes là, sur la montagne, ce qui est quand même assez exceptionnel. Fait qu'on s'est rendu quand même jusqu'au camp 3, mais ça a été une belle expérience. Moi, je l'ai vu comme, bon, j'ai appris énormément aussi. Puis, c'est ça. Fait après ça, je suis retournée à l'Everest parce que je n'avais pas réussi le sommet. Mais là, j'étais allée en bonne saison. Puis là, ça a été un grand succès. J'ai fait le sommet. Puis avec des belles rencontres aussi.
Fait que OK. ça Est-ce a qu'il y été. avait beaucoup plus d'équipes aussi quand tu es allé? Ah, le jour et la nuit. Ah C'était ouais, le OK, jour et la OK. nuit. Ah oui, on était juste deux petites équipes. Il y avait moi, j'étais seule dans mon équipe avec mes Sherpas, puis il y avait deux Ontariens qui étaient avec leurs Sherpas. Fait que si on était juste deux équipes en octobre. Fait que moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Puis quand je suis allée avril-mai, là, c'était le jour et la nuit. C'est un village, là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis c'est le jour et la nuit. Fait que moi, j'ai été contente d'avoir l'Everest à moi toute seule, quasiment là, jusqu'au camp 3. OK. Puis, est-ce que c'était vraiment plus facile aussi en saison au printemps? Ah ben oui, la trace est faite, les cordes sont posées, il y a moins de neige. Euh, Psychologiquement aussi, c'était beaucoup plus facile là, parce que tu es entouré, tu es encadré aussi. Il y a même aussi un hélicoptère s'il arrive quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai trouvé difficile hors saison, c'est que j'étais vraiment seule là, dans mon monde. Fait que je lisais, j'écoutais des séries, mais c'était déprimant parce que la météo était pas belle. Fait qu'il neigeait, il neigeait, il neigeait. Puis je me disais, ouais, ça va être impossible. Puis effectivement, c'était pas vraiment possible là, d'aller plus loin que le camp 3. Au camp 3, on avait de la neige jusqu'à la taille. Fait que tu peux pas continuer dans ces conditions-là. OK, OK. Fait que, Puis, au printemps, quand tu le fais au printemps, est-ce que presque tout le monde atteint le sommet? oh non, 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 ça dépend de la condition physique. Il y en a qui ont plus de difficultés de s'acclimater. C'est normal aussi, là. S'il y en a qui n'ont pas fait de montagne pour s'acclimater, mais on prend quand même de l'oxygène à partir du camp 3, camp 4. Le camp 4 est à 8 000 mètres. Puis ça, à partir de cette zone-là, ça s'appelle la zone de la mort. Fait que c'est la zone où c'est le plus dangereux, c'est que tu perds pas de temps. Nous, on est arrivé au camp 4 dans l'après-midi. On s'est un petit peu reposé, puis on est parti vers 10h30 le soir. Puis ça a pris 12 heures pour arriver au sommet de l'Everest. 12 heures. Puis là, on n'est pas redescendu, là. Puis ce que j'ai trouvé quand même difficile du fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'alpinistes à cette saison-là, c'est que là, il y a une longue file jusqu'au sommet. Fait que là, tu ne peux pas aller plus vite parce que tu ne peux pas dépasser les gens, c'est trop dangereux. Fait que là, il faut attendre, puis là, il y a beaucoup de pertes de temps. Puis pendant ce temps-là, la bouteille d'oxygène se vide aussi. D'ailleurs, la même année, ben, au même moment, il y a une personne de Toronto qui est décédée parce que justement, je pense que sa bouteille d'oxygène s'est vidée. Bon, c'était quelqu'un qui avait plus ou moins d'expérience en haute altitude, mais c'était une jeune femme de l'Ontario. Puis elle est décédée, je l'ai croisée vivante, là. Mais c'est ça. Fait que non, il y en a beaucoup malheureusement soit qui tombent malades, soit qui font demi-tour, puis malheureusement, il y en a qui meurent, tu sais. Ça, à toutes les années, il y en a toujours. OK, OK. Puis, ben, c'est ça. Ça, c'était l'Everest sud, le côté népalais. Mais un an plus tard, j'ai tenté le côté nord. Ça, c'est par la Chine ou Tibet. Puis, le côté nord est beaucoup plus difficile que le côté népalais pour plusieurs raisons. Parce que quand on arrive côté sud, là, je ne veux pas te perdre parce que je sais que c'est peut-être pas évident pour quelqu'un qui ne connaît pas, là. Mais non, non, mais hey, ça m'intéresse vraiment beaucoup, là. OK. Mais le côté sud, ben, on arrive à pied, on a une randonnée d'à peu près une semaine. Fait que le corps, il a le temps de s'acclimater. Mais côté chinois, ben, on arrive au camp de base en Jeep. Fait que là, on n'est pas acclimaté, là. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour le corps. Euh, L'autre raison aussi, il y a beaucoup moins de monde. C'est beaucoup plus froid, puis c'est beaucoup plus long. Fait que moi, j'ai arrêté, pour faire une histoire courte, là, j'ai arrêté à 50 mètres du sommet. Fait que Hmm. je l'ai regretté mais j'étais en forme. C'est que je ne m'attendais pas à ça.
Mais bon, premièrement, il y a un Sherpa avec qui j'échangeais énormément, qui avait fait l'Everest au moins 10 fois, qui est décédé d'une crise cardiaque. Ce qui m'a beaucoup affecté, c'est qu'à un moment donné, on a dû enjamber son corps pour continuer. Ça Oh. m'a beaucoup, beaucoup affecté parce que c'est complètement absurde. Tu sais, dans ma tête à moi, là, je ne comprenais pas qu'on continuait. Ouais, puis c'est un peu comme ton coach, ton mentor qui est là avec toi. Pas mon mentor, c'était pas un Sherpa de notre équipe, mais Ah, ok, tu échanges ok. avec d'autres mondes quand même là, au camp de base. Ouais, ouais. Mais tu sais, quelqu'un avec tant d'expérience, puis tu dis, aïe, aïe, tu sais, c'est. Fait que ça, on n'est pas, personne n'est à l'abri de mourir, puis tu sais, il est mort d'une crise cardiaque, c'est fou, là. Fait qu'en tout cas, on a jambé son corps, ça m'avait beaucoup affecté psychologiquement. Mais la dernière nuit pour aller au sommet, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai vu plein de corps, au moins une dizaine, qui étaient là depuis Oh! plusieurs années, là. Mais c'est parce que sont complètement gelés dans la glace. Puis, ben, les gens les laissent là parce que c'est tellement dangereux à cette altitude. Les gens risquent leur vie pour enlever les corps. Fait qu'on les laisse là. Alors que côté sud, ben là, il y a plus de monde, plus d'aide. Il peut y avoir aussi peut-être un hélicoptère qui peut aller chercher des corps. En tout cas, il y a plus d'encadrement côté sud. Fait que moi, je ne m'attendais pas à ça, le côté nord, puis psychologiquement, ça m'avait énormément affecté. Je l'ai Mhm. regretté par la suite parce que c'est tellement d'investissement là, de ces expéditions-là. Premièrement, ça prend 2 mois faire une montagne de 8 000 mètres. Dans mon cas, c'est 2 mois sans solde à mon travail. Mhm. Fait que c'est un investissement monétaire, mais aussi l'expédition coûte à peu près, à l'époque, en 2013, c'était 40 000 US. Oh my God. Ça, c'est sans compter tout l'équipement. L'équipement coûte aussi très cher. L'entraînement, moi, je m'entraînais pratiquement 5 à 6 fois par semaine. Je m'entraînais le matin, cardio, musculation. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Fait que quand tu décides d'abandonner juste parce que ça ne va pas dans ta tête, c'est un grand regret. Un grand, grand regret. Je l'ai regretté très longtemps. Je ne l'ai pas assumé. Par contre, ça m'a donné beaucoup d'expérience par la suite parce que Macalou, là, j'étais moins en forme parce que j'avais attrapé une grosse toux aiguë. Puis, elle était tellement aiguë que je m'étais pété une côte. Ah Fait que ouais. j'ai atteint le sommet, j'avais une côte pétée, j'avais une toux, j'arrêtais pas de tousser. Puis en plus, j'étais dans mes périodes féminines. Fait que, puis j'ai atteint le sommet parce que dans ma tête, je me disais, Monique, est-ce que tu es capable d'assumer la décision d'abandonner? Je dis non, parce que je ne voulais pas faire comme à l'Everest Nord, tu sais. Puis, fait que ça m'avait pas mal motivé. Puis, fait que c'est ça. Fait que chaque montagne t'apprend quelque chose sur la vie, sur soi-même. Fait que, Ça a été laquelle ta préférée des sept? des 7 sommets, ah, je dirais, c'est sûr que l'Everest, il y a quelque chose de mystique pour moi, parce que j'avais lu beaucoup de livres, beaucoup d'histoires. Fait que c'est la plus haute. Fait que c'est sûr que c'est impressionnant, parce que tu peux pas aller plus haut sur la Terre, là. Fait que c'est Ouais. vraiment impressionnant. Euh, mais celle en Antarctique, le Mont Vinson, j'ai trouvé le lieu incroyable là, en Antarctique. C'était beau, il n'y a pas de pollution, tout est blanc. Le fait d'aller en Antarctique, c'est quand même capoté, là. Euh, fait que Vinson pour la beauté des lieux, mais chaque montagne a c'est sûr qu'elle a ses attraits. Euh, mais ouais, je dirais le Mont Vinson en Antarctique, puis l'Everest parce que c'est la plus haute. OK, OK. Puis quand tu parlais de ta préparation, qui était beaucoup de préparation,
ça pouvait ressembler à quoi, mettons, une semaine? Tu disais 5 à 6 entraînements par semaine, mais est-ce que tu faisais de l'escalade intérieure aussi? Non, les montagnes que je faisais ne demandaient pas vraiment de l'escalade. Des fois, il y en a un petit peu, là, mais ça ne demande pas vraiment de faire de l'escalade. Ça demande beaucoup de force musculaire des jambes, le dos OK. aussi. Parce que tu transportes un sac à dos quand même assez lourd. Tu sois fort dans les jambes. Il faut que tu aies beaucoup d'endurance. Un bon cardio aussi, parce qu'en haute altitude, c'est très exigeant. Fait que moi, ben pour le Mont Logan, par exemple, la plus haute montagne du Canada, là, j'allais être complètement en autonomie. Tantôt, tu as dit première femme, mais c'est première femme solo. C'est bien important Ah, le solo. OK. Fait que là, je pouvais juste compter sur moi. Puis, fait que là, il fallait que je tire un traîneau avec, je pense que le traîneau devait euh, peser à peu près 60 livres, 70 livres. Traîner un sac à dos en plus, puis faire la trace dans la neige. Fait qu'il fallait que je sois très, très forte. En plus de monter en haute altitude. Fait que je m'entraînais, moi, je me levais à 5h30 matin. Je commençais par un entraînement musculaire, tout dépendant de où j'étais rendue, mais je faisais un entraînement à peu près d'une heure et quart de musculation. Moi, ce qui m'aide, c'est que ça fait des années, j'ai mon petit gym chez moi. Fait que il y a le côté très pratique, efficace en termes de temps, puis d'énergie. Fait que des fois, ça peut juste être décourageant de sortir l'hiver pour aller se rendre au gym. Fait que moi, je sortais du lit, je me faisais mon café, je m'habillais, j'ouvrais les lumières, fait que je commençais ma gym. Puis après ça, je faisais 30 minutes de cardio, mais j'ai une machine chez moi. Ben, j'alternais avec le vélo spinning, mais j'ai une machine qui était vraiment extra. Mais je l'ai encore, la machine, c'est un Versat Lumber. Je ne Ah oui, sais oui, pas si tu as oui. vu Rocky 4. Oui, oui, À un oui. moment donné, Dragon, il s'entraîne sur une machine. C'est comme si tu grimpais, mais Oui. ça sollicite tous les muscles du corps. Puis c'est cardio en plus. Fait que moi, cette machine-là, je la trouve extraordinaire là, parce que c'est très exigeant. Puis ça recrée, dans le fond, de- comme si tu grimpais. Fait qu'il y a une résistance aussi, là. Fait que ça, c'est ça. Fait que je m'entraînais là-dessus, j'alternais parce qu'à un moment donné, ça devient redondant, là, tout le temps faire la même machine. Puis le week-end, ben, je partais en randonnée, faire des Adirondacks beaucoup. J'allais faire des montagnes des Adirondacks. OK, OK. Puis mon métier, je suis factrice pour Post Canada. Fait que ça aussi, c'est un entraînement en soi. Ah ouais, c'est clair, hein? Oui, fait que je travaille à Westmount, fait que sur la montagne, surtout l'hiver, c'est un entraînement là, dans le froid, la neige, le sac rempli de circulaires puis de courriers. Fait que c'est tout ça faisant en sorte que je me retrouvais en montagne. Je trouvais que j'avais quand même une longueur d'avance. Le fait de travailler dehors, ça l'aidait. Je travaillais même sans gants l'hiver pour justement avoir une tolérance au froid. Parce que des fois, il faut t'enlèves tes gants en montagne pour manipuler des outils, tu sais, la corde, mettre des mousquetons. Fait que c'est beaucoup plus facile sans gants. Fait que c'est ça. Fait que c'était Fait que ça. j'imagine que le fait aussi de travailler dehors devait augmenter tes capacités d'acclimatation, contrairement à quelqu'un qui a un travail de bureau ou peu importe quoi. Oui, ben c'est sûr. Puis aussi tu sais, je dirais l'équilibre, tu sais, de marcher tout le temps, puis faire Ouais, attention aux ouais. obstacles, ça aussi, ça m'aidait beaucoup. Euh, euh, L'acclimatation, oui, aux intempéries, mais côté altitude, non. Parce que ça, on est au Québec, on n'a pas vraiment de montagne de haute altitude. Fait qu'à un moment donné, j'avais même loué une tente Hippobar, oui. C'est une tente que j'avais louée, que je dormais dedans, puis elle recréait 4000 mètres d'altitude. Ah Puis ouais. ça avait marché. Ça avait marché parce que j'avais fait des tests de sang avant et après.
mais c'était quand même limité à 4 000 mètres. Moi, j'ai monté jusqu'à 8 850, fait que mais au moins, j'avais ça. Puis, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de montagnes entre 2010 et 2016. Fait que j'étais tout le temps partie, puis fait que j'étais pratiquement tout le temps acclimatée. Ça prend quand même à peu près un mois avant que le corps soit plus vraiment acclimaté, mais pendant un mois, j'étais acclimatée. Fait que des fois, je repartais, puis fait que ça, c'était quand même un avantage pour moi. OK, OK. Super. Puis, il y a le mont Makalu aussi que tu as fait. Oui, le Mont Macalou, la cinquième plus haute montagne du monde, qui est pas loin de l'Everest. Oui, ça, c'était en 2014. Puis, oui, ça a été une de mes plus riches expériences. Ah Je dirais. ouais? Ça en est passé des choses, là. Oh là là. 2 mois, mais d'une intensité incroyable. Euh, J'étais dans une équipe internationale. Il y avait du monde de partout, hein, de la Chine, de la Norvège, du Canada. Euh, je me souviens plus, mais en tout cas, c'était très, très multiculturel. Puis ça, j'adore ça, là. Puis, ben c'est ça, le Macalou, oui, on avait un membre de l'équipe, un Français, Yannick. Malheureusement, lui, c'était quelqu'un qui était dans l'armée, puis il avait déjà fait l'Odyssée sans oxygène. L'Odyssée, c'est à côté de l'Everest. Puis, c'était quelqu'un qui était très fort. Puis, il voulait faire le Macalou de la même façon, sans oxygène, mais aussi sans Sherpa, puis en autonomie. Puis, à un moment donné, ben, au camp 3, malheureusement, là, il a demandé de l'aide, puis finalement, ben, il est décédé. Fait que ça a quand même chamboulé beaucoup l'équipe. Fait que ça a remis en question énormément. Mais bon, lui, il a pris des risques énormes, là. Il savait à quoi s'attendre. Puis, c'est sûr que, tu sais, pendant une semaine, on se posait la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue? Mais moi, c'est sûr que j'ai pris de l'oxygène, là. Puis, ben c'est ça, on a fait le Macalou, mais j'ai rencontré quelqu'un qui est très, très connu dans le milieu. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est Mike Horn, un très, très Ah, grand ben oui, clairement. aventurier. Oui, oui, oui. Oui. Puis moi, je ne savais pas qu'elle allait être là. Puis finalement, on arrive, je pense qu'on s'entraînait là, au Macalou, quand on redescendait. Puis à un moment donné, ben, j'entends que Mike Horn s'en vient. Puis moi, c'était quelqu'un que j'admirais énormément. J'avais lu ses livres. Fait que je me trouvais très, très chanceuse de le rencontrer dans un contexte comme ça. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a échangé énormément. Il m'a invité à souper avec sa gang. On a parlé, il me parlait de ses aventures. Puis, ça a été une très, très belle rencontre. Puis, je l'ai revu après au K2 aussi. Fait que finalement, je l'ai vu une couple de fois, là, 3 fois. Fait que on fait des rencontres extraordinaires comme ça aussi. Fait que je me suis trouvée très privilégiée. Ouais. OK, super. Puis, comment ça s'est passé pour toi? Vous avez accompli le sommet? Ben, moi, j'ai une anecdote incroyable par la suite. J'ai atteint le sommet, puis par la suite, en redescendant, je comprends pas, mais j'arrive plus à respirer. Et là, je me dis, ben, c'est peut-être ma bouteille d'oxygène qui n'a plus d'oxygène. Puis là, ben, je regarde, tout allait bien. Puis, mais là, j'arrive vraiment plus à respirer. Puis là, je commence à paniquer. Puis moi, j'ai toujours la mort de Yannick aussi là, en tête. Fait que je décide de descendre le plus rapidement possible. Mais aussitôt que je m'empresse, je tombe dans une genre c'est quoi le mot? Une genre d'hyperventilation. Fait que là, j'étais à 8 300 mètres. C'est très haut.
très, très haut. Et là, il y a pas d'hélicoptère qui peut venir me chercher à cette haute altitude. Fait que là, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à redescendre parce qu'aussitôt que je fais trois, quatre pas, je tombe à genoux en hyperventilation. Je cherche mon air comme si je me noyais en haute altitude. Puis là, je disais, ça se peut pas. Je peux pas croire que ma vie a fini là, là. Tu sais, j'étais super contente d'avoir atteint le sommet, euh, mais j'étais incapable de redescendre. Puis, fait que là, finalement, ben, j'ai dit, je vais me reposer. Puis là, je me suis couchée. Puis là, il y a Alan Cook, le Canadien avec qui j'ai atteint le sommet. Il me voit. Oh, c'est mon petit chien. Alan Cook qui me voit. Puis là, ben, lui, il pense que je suis morte. Ben, là, je dis non, non, ben, j'arrive même pas à parler tellement que j'arrive plus à respirer. Fait que là, avec lui, puis là, lui, il est paniqué, mais là, plus qu'il panique, plus qu'il me fait paniquer, puis là, je tombe encore en hyperventilation. Puis là, je me dis, mais écoute, il se rend pas compte, mais il faut qu'il reste calme parce que sinon, moi, ça m'excite, puis là, je suis plus capable de respirer. Fait que finalement, doucement, on redescend jusqu'au camp 4. Puis là, je rentre dans la tente, puis je retrouve mon ami Arvid un peu plus tard. Puis encore là, je suis toujours dans ce même état-là, j'arrive plus à respirer. Faut vraiment que je reste calme parce qu'aussitôt que je me mets mon cœur s'emballe, là, je tombe en hyperventilation. Puis là, je me demande comment je vais faire pour descendre jusqu'au camp de base. Puis là, je suis vraiment paniquée. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis j'arrive pas à expliquer au monde autour de moi parce que j'arrive pas à parler. Puis, à un moment donné, on passe la nuit, puis dans la nuit, je me mets à tousser, puis là, je crache quelque chose, et là, je respire. Dans le fond, j'étais étouffée. J'avais mangé quelque chose un peu plus haut, un genre de sucre pour me donner de l'énergie, mais il était resté dans la gorge, puis vu que c'était comme du sucre, c'était pas comme un os, là, ça fait que je m'étais pas rendu compte que c'était ça. Fait qu'il y avait un petit peu d'air qui passait, mais pas beaucoup. Fait que là, j'étais soulagée. Dans le fond, j'étais étouffée. Fait que quand j'ai recraché le morceau, là, j'étais vraiment soulagée. Puis là, ben, le lendemain, j'ai pu redescendre jusqu'en bas, mais tu vois, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Personne avait vécu ça dans mon entourage. J'avais jamais lu ça de ma vie, que ça pouvait arriver. Fait que c'est incroyable parce que c'est c'est fou, c'est tous les accidents qui peuvent arriver, puis tu t'en attends pas. Ouais, puis dans le plus moindre détail important, j'imagine, parce que ta vie, plus que tu es en haute altitude, plus qu'elle est fragile, entre guillemets. Ah oui, c'est intense. C'est intense Ouais, ouais. en haute altitude parce que c'est dormir, faut dormir, manger, boire, faut que tu t'hydrates. Psychologiquement aussi, moi j'en ai vu se dégrader psychologiquement, là, parce que ça te joue dans ton mental, le manque d'altitude, le manque d'oxygène aussi. Fait que tout est vraiment calculé. Puis, il faut vraiment que tu fasses attention à tout. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais il y en a un moment donné. C'est ça, j'étais pas là, là, mais on me l'a raconté. Au camp 3 à l'Everest, quelqu'un qui sort de sa tente, il voulait prendre une photo du lever du soleil ou du coucher, là, je ne sais pas. Puis, bang, il a glissé. Il avait oublié de mettre ses crampons. Il y avait ces genres des pantoufles, là. Puis, il n'a pas pensé, mais il a glissé. C'est fou, là, des petits accidents comme ça. Fait que faut que tu penses à tout. Ouais. Puis, comment tu faisais pour préparer ton mindset pour ce genre de montagne-là? Ben moi, j'ai commencé quand même avec des montagnes accessibles, là, comme le Kilimandjaro. Puis après ça, ben, plus ça allait, plus que j'y mettais une difficulté. Tu sais, comme je disais, l'Elbrus, ah, là, il y a de la neige, il faut que j'apprenne à marcher avec des crampons. C'est niaiseux, mais marcher avec des crampons, c'est hyper important. Savoir Mhm. comment les attacher aussi, parce que
Tu sais, il y en a qui se sont enfargés dans leurs crampons, puis ils ont glissé, puis ils ont tombé, puis ils sont morts, tu sais, ou ils ont eu un accident. Fait que tu sais, à un moment donné, j'ai fait à Madablam, c'est une des plus belles montagnes au monde qui se retrouve au Népal. Puis j'étais accompagnée d'un alpiniste hollandais, puis il avait quand même beaucoup d'expérience, mais il n'y avait pas les bonnes bottes cette fois-là. Puis orgueilleux aussi. Fait que on a fait le sommet, puis en redescendant, ben, là, il se rend compte qu'il commence à geler des pieds. Puis là, ben, il enlève sa botte, puis là, ben, il a les orteils noirs. Puis, fait que là, ça, c'est grave, là. Fait que fait que là, ben, il a dû descendre d'urgence, puis finalement, il s'est ramassé à l'hôpital à Katmandou, puis après ça, il est allé se faire amputer une ou deux orteils en Hollande. Mais il me dit, ben, c'est la seule erreur que j'ai faite dans ma carrière d'alpiniste. Et là, moi, j'ai dit non, c'est faux. C'est la seule erreur qui a eu une conséquence. Parce qu'on en fait plein d'erreurs, mais il n'y a pas toujours des conséquences. Mais là, lui, il y a eu une conséquence. Fait qu'il faut essayer de limiter les erreurs le plus possible. C'est hyper important, mais la plupart du temps, il n'y en a pas de conséquences, mais tu apprends, c'est de l'expérience, puis tu essaies de ne pas les répéter, parce que quand il arrive la conséquence, c'est souvent trop tard, tu sais. Mhm. Puis comment tu faisais pour garder ton sang-froid, mettons, Exemple, quand tu as fait l'Everest, tu disais, puis tu étais toute seule, là. Logan. Ah, Ouais, ah, ou Logan, Logan, oui, on peut parler de Logan, sinon, Logan, ouais. j'ai eu très peur à un moment donné. J'ai eu peur souvent, là, mais il y a une fois où, en fait, je descendais, j'étais allée porter du matériel un peu plus haut. J'étais seule, hein. Puis en redescendant, j'étais dans un brouillard. Puis entre le camp 3 et le camp 2, c'est un terrain miné de crevasses. C'est plein de crevasses. Mais quand il y a le brouillard, tu vois rien. Fait que le blanc du sol avec le blanc du brouillard se confond. Puis là, tu vois rien. Puis là, j'étais en ski. Puis là, à un moment donné, les pots de mes skis en descendant n'arrêtaient pas de se défaire parce qu'il y avait de la neige qui était introduite, en tout cas. Fait qu'à un moment donné, ça allait trop vite pour descendre parce que je ne voyais rien. Fait que j'ai dit, ben, je vais enlever mes skis pour voir un peu le terrain, essayer de voir où je m'en vais parce que c'était miné de crevasses. Puis là, j'enlève mes skis. J'ai pas fait 3 pas que je suis tombée dans une crevasse. Et là, je me suis retenue avec mon sac à dos, puis mes pieds. Et là, le cœur me pompait parce que si je tombe un peu plus bas, il n'y a personne qui peut savoir que je suis là, là. C'est comme, je te dirais, je suis tellement minuscule là, sur la montagne que c'est fini pour moi, là. Mais je n'étais pas tombée jusqu'en bas, mais j'arrivais à me retenir. Et là, j'essayais avec mes piolets de remonter, mais la neige, elle s'effritait. Fait que je n'avais pas de grippe pour remonter. Et là, je paniquais parce que je me disais, c'est une question de secondes ou de minutes que tout va s'écrouler autour de moi et je vais m'écrouler moi aussi là, au fond de la crevasse. Et, euh, et là, c'est d'essayer de ne pas paniquer parce que ça ne t'aide pas. Évidemment, si tu paniques, c'est pas aidant. Fait qu'il faut que tu gardes ton calme. Puis là, j'essaie de respirer, puis de focusser qu'est-ce que je peux faire. Puis là, j'ai observé. Puis là, j'ai vu mes skis qui étaient tombés au-dessus de ma tête. Et là, j'ai pu m'agripper, en fait, après mes skis. Puis là, ben, j'ai tiré après mes skis. Puis là, j'ai pu sortir de la crevasse de cette façon. Fait que là, j'étais sur adrénaline, hein. Il en manquait juste un peu, puis c'était fini pour moi. Puis ben là, j'ai descendu par la suite jusqu'à ma tante. Et là, je t'avoue que je suis partie à pleurer. Je suis arrivée, puis là, j'ai remis en question mon ascension. Je n'étais pas sûre de continuer, là. Puis là, je me suis dit, ben, bon, la nuit porte conseil, je vais décider demain parce que là, j'étais vraiment trop sur l'adrénaline puis l'émotion. Puis le lendemain, ben, il y a une équipe de 2 personnes qui sont arrivées.
Puis là, je me suis dit, ben, je vais les suivre. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, ben, au moins, j'ai deux personnes qui vont savoir que je suis là, tu sais. Puis, mais c'est pas ça finalement qui s'est passé. Le lendemain, euh, ben, les deux gars, finalement, sont pas. Je sais pas pourquoi ils attendaient, mais finalement, ils sont pas partis. Puis là, ben, moi, je voyais que le soleil devenait de plus en plus présent. Et ça veut dire que plus présent, plus chaud. Plus chaud, ça veut dire que la neige fond. Et là, c'est encore plus dangereux pour les crevasses. Fait que là, j'ai dit, ben tant pis, je vais y aller parce que je ne peux pas attendre. C'était trop dangereux d'attendre que le soleil, euh, d'attendre que la journée s'avance finalement. Fait que j'ai continué. Puis, c'est ça. Fait que je suis arrivée au camp 3, puis après ça, camp 4. Puis, moi, je ne pensais jamais d'atteindre, ben, je pensais jamais. Je ne savais pas que j'allais atteindre le sommet. Pour moi, je prenais le moment présent. Puis je me suis dit, ben, je vais retourner de bord si c'est trop. Puis, fait que pour moi, j'avançais. Puis le matin du sommet à Logan, il faisait froid, là. Puis, écoute, je mettais mes bottes, puis j'essayais de partir avec mes skis. Puis j'étais obligée de revenir parce que je gelais des pieds. Fait que là, j'enlevais mes skis, j'enlevais mes bottes, là, je frottais mes pieds. J'ai fait ça à peu près 4-5 fois avant de vraiment repartir. Puis finalement, à un moment donné, j'ai réussi à partir, mais je ne pensais même pas de me rendre au sommet. Puis quand je me suis rendue au sommet, ben, les 300 mètres, en fait, la dernière montée, j'avais 300 mètres à monter, mais là, je suis arrivée et j'ai vu des nuages en haut. Puis là, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Parce que là, nuage veut dire que le brouillard va se lever, je risque de me perdre, je vais redescendre euh, trop tard dans le brouillard. Puis bon, fait que je prenais des risques de monter dans ces conditions. Puis, mais j'étais très déçue après tous ces efforts-là. Je me disais, non, 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 je peux pas abandonner si près. Puis là, j'ai regardé, bon, il n'y a pas de vent. Si j'enlève mon sac à dos, je m'allège le plus possible pour être le plus rapide possible, puis de prendre la voie la plus directe au lieu de passer par la voie plus sécuritaire. Fait que j'ai enlevé mon sac à dos, je suis allée très rapidement, j'ai monté les 300 derniers mètres. Puis quand j'ai posé le genou au sommet du Canada, j'en revenais pas. J'étais très émue. J'étais la plus haute au pays, hein? J'étais la seule. Puis là, d'être au top de mon pays, là, j'étais très fière. Puis c'était d'une beauté aussi. Puis voilà, après ça, j'ai redescendu. Puis ben là, l'histoire, c'est sûr qu'elle ne finit pas là, là. L'histoire après, ça s'est un peu corsé, un peu pas mal. Quand j'ai redescendu, là, j'ai descendu en ski, mais j'ai descendu trop bas. J'aurais dû tourner à un moment donné, puis je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai continué, continué. Puis là, quand je me suis rendu compte que j'étais rendu trop bas, là, j'avais trois choix. Soit contourner la montagne, mais là, en contournant un précipice de 2000 mètres minimum, ce qui était vraiment trop dangereux en étant seul. Soit de revenir sur mes pas, ça, c'était très exigeant parce que j'avais descendu quand même pas mal. Ou soit de monter à partir de où j'étais. Et c'est cette décision-là que j'ai prise. Mais ça voulait dire un autre 300 mètres. Puis ça, c'était pas prévu. Fait que là, j'étais très fatiguée, là. J'avais quand même travaillé quasiment 15 heures, là, tu sais. Puis là, fait que ça m'a quand même euh, beaucoup puisé dans mon énergie. Mais je suis arrivée à le faire. Puis j'ai retrouvé mes traces, heureusement, mais j'ai eu peur de me perdre.
parce que j'étais sur le plateau, puis c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas se trouver quand il y a une tempête. Puis il y a une tempête qui s'en venait. Fait que j'étais assez nerveuse de redescendre le plus rapidement possible. Puis Logan, c'est spécial parce que c'est la manière qu'elle est faite, la montagne, après le sommet, il y a le plateau, mais après ça, il faut remonter pour redescendre. Fait que c'est très exigeant comme montagne. C'est pas comme l'Everest où tu fais juste descendre, descendre. Là, il fallait remonter. Puis là, mes batteries parce que là, moi, j'alimentais mon GPS puis mon téléphone satellite avec des batteries solaires. Ben, en fait, c'est pas des batteries solaires, mais c'est avec le solaire je commence à. Je parle trop, là, mais c'est avec le solaire que je devais recharger mes batteries. Puis là, ben, je n'arrivais plus à charger mes batteries. Fait que là, je commençais à paniquer. Fait que plus de téléphone satellite, plus de GPS. Là, je suis dans la merde, en titi. Là. Fait que là, à un moment donné, quand je suis arrivée sur la crête, là, il faisait soleil. Je vais prendre le temps de manger un peu, puis d'essayer de charger, mais je ne suis jamais arrivée à charger mes batteries. Pour me rendre compte qu'en fait, c'était que les câbles étaient brisés. En dedans, il faisait trop froid, puis ça avait brisé les câbles. Fait que même si j'en avais trois, les trois étaient brisés à cause du froid. Fait que, fait que là, j'ai décidé de dormir parce que là, j'avais plus d'énergie. Là. J'étais vraiment à plat. Fait que j'ai décidé de dormir là, mais je suis jamais arrivée à dormir parce qu'il y a eu tellement de vent durant la nuit que ça faisait un vacarme incroyable. Puis, fait que là, ben là, mon énergie a descendu, descendu. Puis là, il y a toujours la tempête qui s'en venait. Puis moi, j'ai vécu un drame en 2016. Et là, c'est le choc post-traumatique me jouait énormément dans la tête à ce moment-là. Je trouvais que ma marge de manœuvre était rendue très, très réduite. C'est-à-dire mes batteries plus capables de les charger, mon énergie avait descendu énormément, je m'étais perdue. En tout cas, une tempête s'en venait. Fait que là, j'ai appelé par Canada pour jeter la serviette, de dire que là, j'avais besoin de secours. Et, euh, et là, ben, c'est ça. Pour faire une histoire courte, par Canada ne pouvait pas venir me chercher parce qu'ils n'étaient pas vraiment équipés. Normalement, eux, ils demandaient toujours à Parc américain qui sont juste à côté, mais là, les Américains, il y en avait déjà plein les bras avec le Mont McKinley qui est juste à côté. Fait que c'était la première fois qu'ils leur disaient non. Fait que là, Parc Canada était un petit peu coincé parce que là, ils étaient mal équipés pour venir m'aider. Fait que là, ben là, les deux gars, en fait, qui étaient deux Québécois, qui se retrouvaient là, qui étaient au camp 3, euh, eux, ils avaient abandonné le sommet, là, ils n'allaient pas faire le sommet parce que, bon, ils étaient mal équipés parce qu'il y avait très, très froid aux pieds, mais ils sont quand même venus m'aider pour m'accompagner. Fait qu'ils sont venus me chercher au camp 4. Mais bon, j'étais quand même sur mes pattes, là. J'ai réussi à descendre. Mais moi, c'était dans la tête, là. J'étais plus capable de faire un pas à cause du choc post-traumatique. J'avais très, très peur de revivre ce que j'avais vécu en 2016. Puis finalement, ben là, c'est ça. On a descendu jusqu'au camp 4, puis au camp 4, là, Parc Canada a pu venir me chercher. Fait que c'est ça. Fait que ça a été ça, Logan, en fait. Ouais. OK. Fait que c'est-tu une des plus difficiles ascensions que tu as faites toute seule? Ben oui, parce que j'étais seule. Ouais, ouais. J'en ai pas fait d'autres seule. J'étais toujours accompagnée. C'est sûr que chaque montagne a ses difficultés, mais un solo solitaire, parce que quand je dis solitaire, j'étais pratiquement seule sur la montagne. En 2017, j'avais tenté le sommet de Logan, mais j'étais accompagnée. Mais en 2017, c'était le 150e anniversaire du Canada. Puis moi, je voulais faire le Mont Logan, parce que c'est la plus haute montagne du Canada, pour le 150e anniversaire du Canada. Sauf que je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée.
Il y avait plein de monde à Logan en 2017. Fait que moi, je m'attendais qu'il y ait du monde comme ça en 2018, mais le contre-coup de 2017, ben, il n'y avait personne en 2018. Fait que j'ai été très surprise. D'ailleurs, quand je suis arrivée en 2018, l'avion me déposait au camp de base et là, je me suis rendu compte que j'étais complètement seule. Il n'y avait pas de tente, il n'y avait pas personne. Puis je me rappelle, le pilote de l'avion, il me dit good luck, puis il est parti. Puis là, j'entendais plus un son après que l'avion soit parti. Il n'y avait plus un son. Puis là, je me suis dit, ouais, je dis tout un solo. Là, j'étais vraiment seule. Puis je me suis. Encore là, la manière que je me suis motivée, je me suis dit, ben, c'est pas le sommet à tout prix. Je vais aller jusqu'où je peux. Parce que pour moi, c'était quand même toute une expérience. C'était la première fois un solo. Fait que je me suis dit, ben, même si c'est juste le camp 3 en solo, ben, ça va être quand même ça pour moi. Je suis jamais allée, j'ai jamais fait quelque chose d'aussi difficile en solo. Fait que c'était déjà ça. Fait que je ne sais pas ce qui m'habitait là, pour aller jusqu'au sommet, là, parce que c'est incroyable. Là. Après réflexion, j'ai beaucoup pensé par la suite. Puis même si j'avais tombé dans une crevasse, j'avais été 6 jours poignée dans ma tente parce il y avait une tempête, je me suis perdue. C'est incroyable d'avoir persévéré pareil. Je ne sais pas aujourd'hui, je serais capable de le faire, mais à l'époque, j'avançais. J'avançais, puis je me suis dit, ben, je retournerai de bord quand je serai plus capable. Puis, ben, c'est ça. Fait que, pour moi, ça a été l'apogée de toutes mes ascensions, là, parce que ça a été une de mes dernières, d'ailleurs. OK, OK. J'ai fait quelques montagnes dans l'Ouest canadien, mais c'est rien de comparable. Rien, rien. Puis c'est combien de mètres au juste, le Mont Logan? C'est un 5300, je crois. OK. Ouais. Mais c'est très difficile comme montagne parce que c'est une montagne qui est isolée. Pour y aller, il faut prendre un Cessna. C'est à peu près 30 à 40 minutes de vol. Puis, il faut que tu sois en complète autonomie. Puis, il y a à peu près, je pense, 300 jours de mauvais temps. Fait que c'est sûr qu'on pogne du mauvais temps. Il fait très froid. Il peut faire quasiment moins 50. Fait que c'est une montagne qui est très difficile. Puis c'est long. La voie que j'ai prise, moi, c'est une voie qui était très longue. La plus sécuritaire, mais c'était très long. Fait en OK. termes de kilomètres, là, je ne me souviens plus, là, mais c'était plus long que l'Everest. Fait que Puis c'est quand tu la. étais en expédition comme ça, qu'est-ce que tu amenais comme nourriture? Euh, ben là, au Mont Logan, je m'étais fait des sacs, puis là-dedans, je mettais des collages, tu sais, je mettais jour 1. Puis là, ben, j'avais mon déjeuner, j'avais il fallait que ça soit très calorique, là, évidemment, pour donner de l'énergie, mais il ne fallait pas non plus que ça soit trop lourd. Fait que j'amenais de la nourriture sèche que tu rajoutes de l'eau. C'était beaucoup du riz, des pâtes, du beurre d'arachide, du chocolat, toutes des choses que je ne mange pas vraiment ici en ville, là. Mais là, c'était il fallait que ça soit efficace, des arachides, du chocolat chaud, de la soupe. C'est à peu près ça, des bars. C'est à peu près ça, ouais. Puis, qu'est-ce que je faisais? Ben, moi, j'avais prévu à peu près 25 jours. Puis là, ben, j'allais porter des sacs. Mettons, je partais du camp de base pour m'acclimater. Ben, j'allais au camp 1 pour m'acclimater, mais en même temps, j'amenais du stock, du gaz, de la nourriture. Puis après ça, je redescendais jusqu'au camp de base. Fait que, tu sais, j'allais porter comme ça de la nourriture pour pas que ça soit non plus trop lourd à chaque fois, là. Fait que, mais sur d'autres montagnes, comme l'Everest, ben là, c'est beaucoup les Sherpas qui s'occupaient de la nourriture. Mais c'est encore là des pâtes, beaucoup, beaucoup des pâtes. OK, Ouais. OK. Puis, tu disais tantôt que tu as fait le K2 aussi? Ben, pas le sommet, mais là, j'ai été jusqu'au camp 2. OK. Euh, oui.
Puis, ben, le K2, c'est une montagne impressionnante parce qu'elle est plus difficile côté technique que l'Everest. Mhm. Puis, malheureusement, nous, on n'a pas pu la faire à cause de la. Personne ne l'a fait cette année-là. Là. Même Mark Horn était là, puis il ne l'a pas fait, mais les conditions météo n'étaient pas adéquates. Fait que on a même eu une avalanche à un moment donné qui a tout englouti tout notre stock. Parce qu'on Ah avait ouais. été porté, on avait été porter notre stock, c'est pas camp 1, là, mais un peu avant camp 1. Puis après ça, on est revenu au camp de base. Puis quand on est allé, on s'est rendu compte que tout notre stock, la tente n'était plus là. Il y avait eu une avalanche. Heureusement, on n'était pas là dans les tentes, là, parce que là, on aurait été mort, là, c'est sûr. Fait que, euh, fait que c'est ça. Mais le Ah. K2, oui, c'est impressionnant. C'est sûr que j'aurais aimé ça aller plus haut, mais malheureusement, il faut respecter hein, les conditions météo. Ça, c'était pas de mon ressort. Tu as beau t'entraîner, mettre tout de ton côté. Puis ça, c'est plate parce que là, tu perds tout ton investissement là aussi. Là, investissement de temps, d'entraînement, puis d'argent. Fait que c'est fâchant, mais en même temps, ça t'apprend que ben, c'est ça la vie, on ne peut pas tout contrôler. Est-ce que ça t'est arrivé souvent des montagnes comme ça que tu n'as pas pu atteindre des sommets? Ben là, tu as l'Everest, tu disais 2 fois, je crois. Ouais, ben ça, Quel cas? l'Everest 2010, oui, ça a été dur, mais ça, c'est à cause des conditions de neige. Puis 2013, ben ça, c'était de ma faute, là. Ça, c'est moi qui ai abandonné parce que psychologiquement, je n'étais pas toute là. Mais c'est quand même de l'expérience, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, je vois plus tu sais, au début, j'étais très dans la performance, puis le sommet à tout prix. Puis aujourd'hui, je vois plus ça de la même façon. Tu sais, c'est plus le sommet, mais tu sais, je pense que j'aimerais mieux même faire un solo, puis pas me rendre au sommet, parce que c'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus gratifiant. L'expérience est beaucoup plus complète. Tu es bien plus investi que d'aller au sommet, mais je veux dire, tu as eu des Sherpas qui ont tout transporté, qui ont mis les Ouais. cordes. Tu C'est pas le sais, même mérite au final. non, c'est pas le même mérite. C'est un dépassement de soi, peut-être physique, mais encore là, tu n'as pas tout transporté. Mais quand c'est Logan, tu sais, pour moi, il y a quelque chose qui s'est transformé énormément intérieurement après Logan. C'est une confiance en mes capacités qui s'est installée parce que sur les autres montagnes, tu peux toujours te fier sur les autres. Tu demandes qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça passe par là? Est-ce qu'on devrait y aller? Tu poses toujours des questions aux gens autour, puis tu ne te fies pas juste à toi. Mais là, à Logan, là, je devais juste me fier à moi. Il n'y a pas personne pour me donner des conseils ou que je pouvais c'est ça, demander leur avis. Fait que c'était là-dedans, là, exigeant mentalement parce que, tu sais, j'avais un GPS, mais sur un glacier, ça bouge, hein, un glacier. Fait que même si le chemin du GPS te dit que c'est par là, ben, il faut que tu remettes quand même en question parce que là, il y a des crevasses. Fait que, tu sais, ça ne veut pas dire que tu dois passer par là parce que ça peut être dangereux. Fait que je devais tout le temps remettre en question le chemin, puis des fois même, il y avait le brouillard. Fait que c'était très, très, très exigeant. Puis même aussi, vu que j'étais seule, je ne devais pas non plus. Moi, j'avais peur de prendre des pauses, puis m'endormir, puis plus me réveiller. Fait que quand je prenais mes pauses, je les prenais debout, à côté sur mes bâtons, parce que je voulais pas. J'étais tellement fatiguée des fois que je voulais pas risquer de m'endormir, puis plus me réveiller. Fait que c'était très exigeant. Je devais penser à tout, là. Tu sais, à Logan, j'avais tout le temps un plan B. J'avais tout emporté quasiment en double, mais pas de la même façon. Tu sais, j'avais un téléphone satellite, un Enridge. Enridge, c'est que je pouvais communiquer aussi, mais c'était mon GPS. J'avais un One Piece, mais j'avais aussi un Sleeping.
un sleeping bag. J'avais une tente, mais j'avais un bivouac aussi. J'avais deux brûleurs, mais je ne les avais pas emmenés en même temps, mais il y en avait un qui était un autre camp. Fait que, tu sais, j'avais toujours un plan B parce que si mon plan A me lâchait, il me fallait une autre alternative, tu sais. Fait que c'était très, je m'étais quand même bien préparée, mais des fois, le cerveau, comme je te disais, le choc post-traumatique, je l'avais peut-être sous-estimé. Puis là, je me suis retrouvée dans des conditions comme je suis retrouvée en 2016 que je peux raconter. Là, en 2016, en fait, j'ai fait le mont Rainier, qui est une montagne aux États-Unis, complètement près de Seattle, dans l'ouest. Oui, 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 je connais. Ouais. Puis là, ben, j'étais partie là avec mon ami Arvid, qui est un Norvégien, puis on avait fait plusieurs ascensions ensemble. Fait qu'on avait l'expérience, puis on allait là pour le congé de Pâques. Fait que c'était une question de 3-4 jours, là, puis on allait revenir. Puis, fait que là, ben, c'est ça, on a fait le sommet, mais on a pris trop de temps pour le faire. Puis là, en redescendant, ben là, quand je disais la marge de manœuvre là, qui rétrécit, ben c'est ça qui est arrivé. Là, on est arrivé trop tard au sommet. Là, on descend, la neige, elle avait quand même beaucoup fondu, la collait après nos crampons. Fait que là, il fallait doubler de prudence parce que c'était très glissant. Fait que là, c'était un autre aspect. L'autre aspect, ben là, mon ami Arvid, il perd une mitaine. Elle glisse, puis là, il a peur. Puis il n'y avait pas d'autres mitaines dans son sac. L'autre l'autre point qui arrive, ben là, le brouillard s'installe. Fait que là, on ne voit plus rien. On ne voit plus nos traces. Fait que là, on commence à être perdu. Là, ben, il y a une tempête qui s'est levée, une grosse tempête qui n'était pas prévue. Puis en montagne, ça va vite. Hein? Les tempêtes, ça change comme ça. C'est fou, là. Le vent se lève, puis ça change comme ça. Puis, fait que là, on a passé toute la nuit, Arvid et moi, dans un froid incroyable. Puis, le vent, il était incroyable, le vent. Puis là, on ne voyait rien. Fait que là, on a dit, bon, on va attendre un peu que le vent cesse. Puis le vent, il n'a jamais cessé. Puis là, moi, j'ai commencé à grelotter. Là, mon ami Arvid, ben, lui, il ne grelottait pas. Je le trouvais assez résistant. Puis, puis là, ben, aux petites heures du matin, ben, lui, comme j'ai dit, il avait perdu une mitaine. Hein. Fait que là, il a commencé à geler de la main. Puis moi, je grelottais, puis finalement, le matin, ben là, on était en hypothermie toutes les deux, mais Arvid, quand j'ai vu son visage, lui, il était dans une hypothermie, là, je raconte vite, là, mais il était dans une hypothermie vraiment avancée. Fait que là, j'ai dit, ben, il faut qu'on descende le plus vite possible, mais on voyait toujours rien. Fait qu'on on savait pas si on était sur le bon côté de la montagne. Puis à un moment donné, ben là, Arvid commence je vois qu'il commence à plus vraiment parler. Puis, fait que là, ben, j'ai voulu comme le tirer, mais je n'avais pas la force. Il faut dire que j'ai grelotté toute la nuit, puis je grelottais encore. Puis là, il me dit, Monique, I'm dying. Et là, tu sais, le pire cauchemar, là, tu sais. Puis, fait que là, moi, je m'en vais à côté de lui. Puis là, je suis vraiment découragée. Je ne sais pas quoi faire. Puis là, à un moment donné, ben, je le sens là, qu'il s'en va. Fait que là, je lui crie après. Puis là, je l'ai senti partir. Là, moi, j'ai eu une fureur. Je me suis levée, je suis partie à courir dans la fureur. J'ai tombé, j'ai glissé. Puis là, j'ai glissé, glissé, glissé. J'ai perdu mon piolet. Puis à un moment donné, où j'étais rendue en bas, ben là, il y a eu comme un trou dans le brouillard. Puis là, j'ai vu le refuge. Fait que là, j'ai continué. Puis là, j'ai crié, help, help. Puis là, ben, les gens, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont commencé à s'agiter. Puis là, ils sont venus à moi. Puis là, ils m'ont descendu. Puis là, moi, je grelottais tout le temps. Là, j'étais en hypothermie. Puis, fait que là, ben, c'est ça. Fait que c'est une grosse tragédie dans ma vie, là. Ça a été le début d'un cauchemar qui a duré pendant des années par la suite, là.
de perdre son meilleur ami, son partenaire dans des conditions comme ça, je ne m'en attendais pas. Puis, c'est sûr que ça remet en question la perspective après. Puis, ça a été des années très difficiles après. Mais même si ça fait quand même plusieurs années, mes sincères condoléances. Oui, ben merci. Mais c'est encore difficile. Ça fait, tu sais, ça va faire, ça fait 9 ans, puis c'est encore difficile. C'est encore très difficile. Je suis retournée sur place. Je suis allée porter une plaque. Ça m'a aidé beaucoup à passer à travers mon deuil. Euh, j'ai mon petit chien, ça fait 8 ans. Elle aussi, elle m'a aidé beaucoup dans mon deuil. Puis, c'est sûr que on le sait qu'il y a des risques quand on monte une montagne, mais tu sais, on ne fait pas ça pour que ça arrive non plus. Mais c'est sûr que ça met en perspective la manière qu'on monte aussi une montagne. Tu sais, quand je disais c'est plus le sommet à tout prix, euh, ça en fait partie aussi. Là, tu sais, il n'y a rien qui vaut la vie de ton meilleur ami. Là, tu sais. J'ai perdu mon partenaire, mon meilleur ami. Ça, c'est irremplaçable. Là. Mm. Mhm. Mais malgré tout ça, tu as réussi à faire le Mont Logan en solo après ça? Ben, en 2017, j'avais fait j'avais fait une tentative du Mont Logan. Oui, puis en 2018, oui, puis c'est sûr que ça me jouait beaucoup dans la tête. Euh, tu sais, j'arrêtais pas d'y parler, là, à Arvid, là, je sentais qu'il était avec moi, là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça aussi le solo, parce que je voulais pas amener n'importe qui, puis je voulais pas revivre une situation comme ça. Parce qu'après ça, c'est dur à vivre, là. Pour celui qui reste aussi, tu sais, c'est dur, là, tu te poses des questions. Et c'est sûr qu'il y a une notion de culpabilité aussi. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu sais, ça te tourne dans la tête, là, mais avec des si, hein. Il y a Mhm. personne qui est à l'abri non plus d'accidents. Tu sais, Arvid, il avait beaucoup d'expérience, là. Il a fait l'Everest aussi, Macalou, puis on pense pas. Tu sais, la marge de manœuvre est hyper importante. Tu sais, c'est ça. C'est pas d'attendre qui te reste ça comme marge de manœuvre. Tu sais. Il faut que tu aies ça. Puis c'est pour ça qu'à Logan, à un moment donné, quand j'ai vu, là, hey, là, il y a trop de clignotants rouges, là, tu sais. Fait que je peux pas jouer avec le feu non plus. Fait que j'ai appelé Parc Canada parce que je me suis dit, si je m'aventure à descendre à travers les crevasses, plus de batterie pour mon GPS, plus de téléphone satellite, tempête qui s'en vient. Fait que j'ai comme pris d'avance. Puis fait que, aujourd'hui, je suis là pour parler dans ton podcast. Puis, qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui a envie de faire des hauts sommets comme ça? Ben, ben il faut vraiment vouloir, hein, parce que c'est beaucoup d'investissement, tu sais. Tu sais, moi, pour les 7 sommets, là, j'avais tout vendu à un moment donné, tu sais. Il faut vraiment être passionné parce que ça coûte très cher, là, financièrement. Là, il faut vraiment être riche ou être prêt. Moi, j'ai tout vendu, là, à un moment donné, mon auto, j'avais une moto, on avait un condo, j'ai tout vendu, tu sais. Euh, je ne regrette pas parce que c'est de l'expérience de vie, hein, mais aujourd'hui, je ne voudrais plus mettre autant d'argent. Tu sais. Aujourd'hui, j'aimerais plus un chalet, par exemple, ou des choses plus safe. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire là, quand même. J'en ai fait beaucoup, puis je suis contente d'avoir fait ça. Mais je dirais de commencer par- parce que des montagnes qu'on est capable de faire. Tu sais. Moi, je n'ai pas commencé par l'Everest. Tu sais. J'ai commencé par le Kilimanjaro. Puis, tu sais, tranquillement, tu sais, d'aller chercher de l'expérience. Puis, de s'écouter, vraiment de s'écouter, de laisser son ego de côté, puis d'être. Puis ça, c'est rare, là. Très, très rare, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un ego aussi grand que l'Everest, là.
Puis il en faut, c'est sûr qu'il en faut de l'ego, mais à un moment donné, il faut être humble parce que c'est la montagne qui décide, tu sais, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège d'être de monter la montagne, premièrement. Deuxièmement, d'atteindre le sommet. Puis troisièmement, de redescendre vivant, tu sais. Fait que c'est d'être vraiment modeste, d'être humble, puis d'écouter son corps, puis, tu sais, de vivre l'expérience. Même si tu n'atteins pas le sommet, là, l'expérience est incroyable aussi, là, tu sais, de regarder le paysage, de t'enivrer du paysage, de l'expérience, de l'équipe aussi. Puis de prendre le temps de t'asseoir, puis d'apprécier tout, parce que c'est extraordinaire d'être au-dessus des nuages, de voir le soleil se lever, c'est incroyable comme paysage. C'est de prendre le temps de s'enivrer. Moi, encore aujourd'hui, là, j'ai des flashbacks puis, qui me reviennent, des sensations, puis je me dis, ben, c'est parce que j'ai pris le temps de le vivre aussi, là. Parce que c'est l'expérience qui compte, c'est pas la performance, là. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de battre des records, là. Quasiment tout a été fait. Tu sais, Mhm. à moins de faire des choses complètement capotées, que ça vaut-tu la peine, là? Tu mets ta vie en danger. Mais je pense que c'est de le faire vraiment pour soi, puis tu sais, dépasser ses limites à soi, tu sais, de ne pas te comparer aux autres. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, j'avais fait l'Elbrus, puis j'étais vraiment en forme, tu sais, puis j'ai fait, ça a été quand même assez facile. Mais il y avait une fille, elle, là, elle a trouvé ça dur, puis elle vomissait, puis elle avait mal à la tête. Puis quand elle est arrivée au sommet, là, elle a dit, ouais, mais elle dit, c'est toi, t'es forte. Je dis, non, c'est toi qui es forte. Parce que malgré que tu vomissais, que tu avais mal à la tête, que tu avais mal au cœur, ben, tu as atteint le sommet. Tu sais, tu es forte, là, tu t'es dépassée. Moi, je ne me suis pas dépassée, là. Pour moi, ça a été facile. Sur cette montagne-là, à ce moment-là, ça a été facile. J'ai vécu d'autres périodes que c'était plus difficile. Mais à ce moment-là, tu sais, les conditions pour moi étaient parfaites. Mais elle s'est dépassée. Tu sais, il ne fallait pas qu'elle se compare à moi à ce moment-là. Tu sais. Fait que c'est vraiment face à soi, puis c'est ça. Puis, avec du recul, quelle montagne tu es la plus fière d'avoir faite? Ben, Logan, c'est Ouais, sûr, c'est hein? Logan, Logan solo. Comme je disais, c'est le fait d'être solo. Moi, il y a des trucs qui ont changé vraiment à l'intérieur de moi, comme je disais, une confiance en mes capacités, tu sais, que je suis capable de le faire ou de trouver des ressources ou trouver une solution, d'analyser. Ce qu'avant, je n'avais jamais été au fond de tout ça parce que j'avais toujours du monde autour de moi sur qui me fier. Surtout en tant que femme, là, tu sais, des fois, on a moins confiance en soi. Ben Mhm. là, Logan, j'ai dû me fier juste sur mon expérience, mes ressources intérieures. Fait que tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé que ça finisse différemment, demander le secours, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire. Puis, tu sais, comme je disais, ça fait partie de l'histoire parce que, bon, il faut retourner en 2016. Puis, tu sais, si je n'avais pas eu 2016, peut-être que j'aurais continué, puis je ne serais peut-être pas là pour tu sais, te parler. Fait que non, c'est sûr que c'est Logan solo. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ai toujours dans l'idée d'écrire un livre parce que le fait qu'il était solo, personne ne le sait qu'est-ce que j'ai vécu parce que j'étais seule, là. Mais j'ai vécu une expérience extraordinaire avec moi-même, là. Fait que, tu sais, Et c'est ça. c'est-tu un projet qui est en cours? Oui, ben, il y a des lignes d'écrit, tu sais, c'est de leur taper, mais oui, tu sais, c'est sûr que moi, j'aimerais avoir la tranquillité pour, tu sais, dans un espace de tranquillité, comme un chalet dans la forêt pour l'écrire, pour avoir du temps pour faire le vide autour de moi, tu sais. Mais c'est sûr que si j'attends ça, peut-être que je vais attendre longtemps, mais oui, c'est quelque chose que j'y pense à tous les jours, vraiment, OK. là.
OK, Pas super. juste sur Logan, c'est sûr que c'est un hommage aussi à mon ami Arvid, qui est décédé. Mais tu sais, c'est de faire des flashbacks avec d'autres expéditions aussi. Euh, Logan, ça serait l'histoire centrale, mais je voudrais parler de mes autres expéditions où j'ai vécu des histoires extraordinaires. Mm. OK, OK, super. Puis, ben écoute, super, ben félicitations pour tous tes accomplissements. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ben, merci, merci. Puis tu liras mon livre quand il va être écrit. Ben, j'espère, Oui. j'espère pour vrai. Puis, ben, félicitations aussi d'avoir inspiré autant de femmes à se dépasser, là. Ben oui, puis ben, c'est ça, les femmes, il ne faut pas qu'elles aient peur, hein. Moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas beaucoup. Je me suis retrouvée souvent seule parmi des gangs de gars, là, puis je n'ai pas trouvé ça facile. Là, aujourd'hui, c'est le fun parce qu'il y en a de plus en plus. Puis, tu sais, moi, en tout cas, souvent, il y en a des femmes beaucoup plus fortes que des hommes. On a l'endurance, tu sais, Mhm, des fois plus que les hommes. Puis, ce que j'ai trouvé aussi, les femmes sont plus humbles. Tu sais, ouais. où ils vivent ça plus intérieur, mais c'est le fun de voir que de plus en plus de femmes. Moi, il y a une femme qui m'inspire énormément, c'est une Française, Elisabeth Révol. Euh, la manière qu'elle monte les montagnes, ça m'inspire énormément. C'est un petit bout de femme. Elle a fait des exploits extraordinaires, mais elle monte la montagne avec une humilité incroyable. Puis bon, elle a fait beaucoup de vidéos. Elle s'est filmée elle-même. Elle a porté la caméra un petit peu plus haut sur un 8000 mètres. Elle redescendait, puis là, elle remontait, puis elle parlait à la caméra. Puis elle racontait son expérience. Puis j'adore sa vision, la manière. Tu sais, ce que j'aime pas des fois moi, c'est les super-héros qui raconte ça comme s'il était Superman, là, mais il ne parle pas des Sherpas qui les a aidés. Il ne parle pas des gens autour qui les ont aidés. Il ne parle pas de la montagne, des difficultés. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, coudonc, c'est des Supermen, là, tu sais, c'est quasiment inaccessible, mais il ne raconte pas la vérité, là, parce que c'est quand même très difficile de monter une montagne. Fait que cette petit bout de femme-là, Elisabeth Révol, elle a écrit un livre d'ailleurs, Survivre. Je crois que c'est ça le titre. Puis, elle m'inspire énormément, pas juste sur la montagne, mais dans la manière qu'elle voit la vie. Fait que moi, c'est un modèle de femme que j'adore, là. Pourtant, elle est hyper forte, mais c'est pas ça qu'elle met. Elle n'a pas besoin de le dire. On le voit, là, tu sais. Atteindre des 8000 mètres sans oxygène avec son petit cabaret, là, incroyable. Puis, fait que c'est ça. Puis, c'est une personne qui est enthousiaste, puis elle partage sa passion, puis tu as envie de monter de la montagne, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça, je vois la montagne maintenant aussi, là. OK, son nom, c'est Elisabeth, comment déjà? Révol. OK, Révol. Ouais. Révol, parfait. Ouais, une Super. Française. Puis, elle a fait énormément d'exploits, puis elle écrit un livre, puis très facile à trouver sur YouTube. Vraiment, elle a fait trois films qu'elle a fait elle-même, un montage, mais vraiment fascinant. Puis ça t'a jamais intéressé, ça, de faire un documentaire sur tes accomplissements? Il y en a un, Caroline Côté, est-ce que tu la connais? Oui, ben oui, oui, Ouais. oui. Donc, ben, elle a fait avec Florence Pelletier, ils ont fait un petit documentaire de 15 minutes, L'affront des cimes. Ah oui, OK, OK. Ouais. Puis je parle justement de la tragédie de 2016. Puis je parle un peu de mon enfance aussi. Puis ça, c'en est un, mais c'est sûr que moi, j'ai eu j'ai plein de films. J'ai pas fait de montage, là. Je suis pas très techno, là, mais c'est. Moi, j'ai étudié en arts et lettres, puis j'adore la littérature, puis le monde des livres, puis c'est vraiment le livre. Peut-être que OK.
quelque chose va suivre par la suite. Peut-être que ça va inspirer un réalisateur, peut-être, là. Mais le livre, pour moi, ça serait un accomplissement vraiment personnel que j'aimerais vraiment atteindre. Super, ben écoute, Puis plus accessible aussi, là. Mm. ouais, puis que tu peux faire en autoproduction aussi. Oui, ben oui, c'est ça. Puis avec la technologie aujourd'hui, je pense que c'est plus facile. Puis mon histoire, ben c'est mon histoire, fait que j'ai tout là-dedans. Puis c'est sûr que j'ai pris beaucoup de notes aussi quand j'ai fait mes expéditions. Mais non, tout est là, mais on dirait que c'est plus l'espace-temps qui me manque. Euh, mais j'espère de l'écrire à un moment donné. Ouais. OK, OK, super. Ben L'affront écoute, des cimes, l'affront des cimes. parfait. OK, je vais mettre ça en description. Ça se trouve ça sur YouTube ou sur Oui, oui, une plateforme? Caroline Côté. OK, Ouais. parfait. Super. Ben écoute, félicitations encore pour tous tes accomplissements. Merci pour tes partages remplis d'humilité, hein. C'est super inspirant. Ben, merci de l'invitation, Jean-François. Puis continue ton travail. C'est le fun que tu nous invites comme ça. Puis ça permet d'inspirer des femmes, puis même d'autres mondes, puis de nous donner l'occasion de nous exprimer. Ben super, merci beaucoup à toi.